messieurs, on se retrouve et cette fois-ci avec nos deux invités d'aujourd'hui. Je nomme Dr Abdelraouf Moussa, professeur de droit commercial international et avocat à la Cour. Bonsoir, Dr Moussa. Bonsoir. Également, je nomme Dr Wael Foued, analyste politique et maître de conférence d'analyse du discours. C'est bien cela? Oui. Nous allons parler justement du discours. Je commence avec Dr Moussa. Oui, quelles sont, selon vous, les retombées économiques de la visite du président Sisi à l'ONU? Oui, je pense que la présence des Égyptiens aux Nations Unies, ça va permettre de multiplier le contact avec des États différents. Vous voyez maintenant, on a calculé environ 115 États qui soutiennent l'Égypte, c'est-à-dire plus que la moitié de membres des Nations Unies. Et ça va faire... Pas l'Amérique du Nord, pas l'Europe occidentale? Bon, peut-être la majorité sont des États de tiers-monde. Plus la Russie, plus la Chine. La Chine, bien sûr. La Russie et la Chine, c'est grands États, mais l'Occident, il y a un nombre quand même qui n'est pas tout à fait, enfin, qui ne représente pas 40% ou 30% de l'Europe, mais la majorité de pays africains et de pays asiatiques sont soutenus l'Égypte. De toute façon, en véritable démocratie, si on devait demander aux Français, aux Allemands ou aux Britanniques s'ils préfèrent aider un État laïque, je parle de la population, pas des dirigeants, oui. Un État semi-laïque ou séculier en tout cas, comme l'Égypte, ou aider Daesh et autres islamistes, je crois que la population de ces pays va préférer aider l'Égypte actuelle plutôt que les islamistes. Oui, ça c'est sûr. Exactement. Malheureusement, la démocratie étant ce qu'elle est, on ne demande jamais au peuple ce qu'ils veulent vraiment. Exactement. mais en tout cas, l'Occident cherche ses intérêts économiques. Et à mon avis, c'est ça la règle du jeu sur le plan international. Bon, où il y a des intérêts économiques, on va. Mais en tout cas, l'Égypte, je pense qu'il y a des conseillers bien qualifiés autour de Fattah el-Sisi, et ils vont planifier des choses qui vont attirer pas mal des États vers nous, ou bien de capitaux vers nous, ou bien des sociétés vers nous. Ça va donner peut-être résultat dans un an ou deux, mais en tout cas, c'est la visite. Je pense qu'il va donner pas mal de bons résultats. Vous êtes d'accord avec Dr Abdelraouf Moussa et déjà Oui, en fait, c'est que si on regarde même en Égypte, on parle de population et de peuple. Si on regarde en Égypte avant février 2011, Moubarak a établi certaines modifications économiques importantes. Et le taux a atteint à peu près 7%. Mais les modifications politiques n'ont pas été à la même hauteur ou bien au même niveau. Mais même l'amélioration du taux de 7% n'était pas bien partagée. Et puis il dépendait trop peut-être du secteur tertiaire et de la construction de villages, tourisme, etc. Exactement, c'est la même chose, c'est le monde entier. Si on applique le même exemple sur le plan international, et si on relie cet exemple à ce qui se passe au sommet international pour le développement durable et pour toute cette histoire, il ne faut jamais oublier que l'économie va de pair avec la politique. Et les intérêts économiques imposent des réconciliations politiques. Et toujours, comme vous venez de dire, qu'on a gagné avec l'Égypte. À la dernière fois à l'Organisation des Nations Unies, a gagné une certaine ampleur et une certaine grandeur. Et la Russie n'a pas été dans le sommet pour l'antiterrorisme pour dire que c'est juste un représentant diplomatique, c'est pour dire que je ne partage pas les idées des Américains pour Daesh.
Donc, il y a une certaine puissance économique qui s'est accomplie en Russie et avec les autres pays, les 5 grands membres. Et pour dire, ah voilà, nous sommes en train de se diviser en 2 grands pôles, la Russie avec la Chine et l'Inde maintenant, et d'autre côté, les Américains. Et le Brésil aussi, parce que le Brésil, Madame Rousseff, oui. Elle a donné un discours assez dur et puis il s'est passé quelque chose. Ils ont coupé le son, on ne sait pas trop si c'était voulu ou pas. Mais enfin, bien entendu, ceux qui veulent suivre le discours de Madame Rousseff, la présidente brésilienne, sur le net, ils peuvent le suivre intégralement. Exactement. Cet courage pour dire que voilà, nous sommes prêts à dévoiler la vérité, impose une certaine convention non déclarée, mais c'est une convention entre les pays qui cherchent la paix, qui cherchent l'économie, et ne joue pas assez avec la politique, qui est la règle du jeu. C'est que la politique sur le monde entier va de pair avec l'économie. Mais on cherche la stabilité, le développement, la paix et ce qui est important pour le peuple, et pour le peuple entier, pour le monde entier. Donc, ce n'est pas toujours les intérêts économiques qui s'imposent, mais aujourd'hui, c'est nouveau. Dans le temps, oui, ce n'est pas toujours l'intérêt économique, mais aujourd'hui, on a modifié un peu le plan international. Bien, en tant que professeur d'analyse du discours, est-ce que vous pensez que le discours des pays occidentaux entame un petit peu la crédibilité de ces pays? Dans le temps, on écoutait la BBC, on se disait toujours on a la vérité par la BBC, par la Voix de l'Amérique, par telle ou telle station radio européenne. Et aujourd'hui, on sent que ces médias européens sont très biaisés et ne donnent pas vraiment la vérité. C'est vrai parce que sont dirigés par les Juifs, par l'économie des Israéliens qui tiennent le monde entier et qui imposent une certaine vision pour le monde pour encourager les pays à suivre les Américains. On ne doit jamais oublier les paroles d'Obama à l'université du Caire en Égypte lorsqu'il s'est rendu en Égypte. Il a dit je suis pour, mais je suis et il nie ce qui est pour. Et en plus... C'est-à-dire, il a dit quelque chose déjà. Il a dit qu'il faudrait être tolérant et tout ça, religieusement. Et il faudrait avoir le droit de choisir sa religion. Ça s'entend dans tous les sens possibles du terme, et n'importe quelle religion. Alors qu'il a aidé les frères musulmans qui ne sont certainement pas pour le choix ou la conversion de musulmans à l'hindouisme, en tout cas. C'est-à-dire, c'était un peu original. Comment est-ce qu'il peut dire d'une part, bon, il faudrait avoir la liberté religieuse et en même temps imposer aux Égyptiens des gens qui se disent fanatiques, qui se disent carrément extrémistes. Exactement. Oui, mais j'aimerais bien modifier un petit peu. Je vous en prie, notre collègue vient de dire les Juifs. Bon, je préfère le terme sioniste. Hein, parce que Juifs, chez nous, il y avait des Juifs égyptiens, des Juifs arabes, mais en tout cas, sont des sionistes qui maîtrisent plus ou moins, c'est-à-dire les masses médias, l'économie occidentale. C'est les sionistes. Et d'ailleurs, c'est assez. On peut s'en douter, même si on veut ne pas être d'accord avec cette théorie, quand même, en sachant que les membres d'El-Nosra, organisation terroriste syrienne affiliée à Al-Qaïda, se font soigner en Israël, ben, là, c'est un petit peu aussi bizarre. Parce que Israël peut avoir bon cœur, mais pas jusqu'à à aider ceux qui devraient en principe restituer aux musulmans leurs terres et libérer la mosquée d'Al-Aqsa. Et moi, je ose dire qu'il y a des contacts sous-jacents entre Nosra et Daesh. Ah oui, ça c'est sûr. C'est la même famille. C'est sûr, c'est la même famille. C'est sûr et certain. La famille commence à partir des frères musulmans et puis elle va vers de pire en pire. Les Russes, quand ils ont tapé au nord de la Syrie, à mon avis, ils ne font pas de distinction entre Daesh et Nosra. Tous sont pareils. Parce qu'il y en a une de distinction. Ils disent que... ça c'est Prada et ça c'est pire. Ouais, c'est la même chose.
Bah oui, il y a le pire et le plus pire. Oui. Oui, exactement. Obama, en ce discours, a dit « Je suis, mais je ne suis pas. Je suis, mais je ne suis pas. Je suis pour et je... » Il a dit toujours « mais ». Ah Et bon? Bush a dit « Celui qui n'est pas avec nous, il est contre nous. Lors du Il était un peu discours- plus direct déjà. Ça, il y a. Oui. Oui, lors du discours sur l'Irak, l'Iran et le croissant Fertile? oui, qui constitue un danger international très important en ce moment-là. Le problème, c'est que toujours, il ne faut jamais mêler les choses, mais toujours les intérêts se réconcilient. Et le discours des Américains ne change jamais pas, ne change jamais, et ne changera pas assez grande chose. Bien, docteur Abdelrahman Moussa, revenons à l'économie et à l'Égypte. Pourquoi est-ce qu'on a toujours ce sentiment que l'Égypte cherche à satisfaire toutes les exigences des entreprises occidentales, même au détriment du peuple égyptien? Par exemple, les entreprises occidentales veulent une baisse des impôts, alors que, il y a moins d'argent qui rentre, donc on limite les subventions au peuple égyptien. Pourquoi est-ce que l'Égypte cherche toujours à satisfaire les entreprises occidentales? De toute façon, une entreprise occidentale, quand elle s'implante en Égypte, elle s'implante dans un pays de près de 90 millions d'habitants qui consomment. Oui. Et donc, quand ils produisent quelque chose, ils sont sûrs de trouver consommateurs, déjà. Oui, En oui. plus, c'est un pays qui est rattaché à d'autres pays au niveau économique et donc qui peut... Vous voyez, M. Patrick, il y a quand même une politique économique parfois très critiquée par des économistes bien connus. Donc on cherche d'étudier, c'est-à-dire le point de vue qui va contre notre politique ou bien qui va aller dans notre politique. Donc, en apparence, on peut dire que l'Égypte cherche de satisfaire. Mais en réalité, c'est une question de corriger notre politique économique pour montrer, c'est-à-dire la liberté de transfert de capitaux, la liberté d'agir à l'intérieur de l'Égypte pour faire une société plus ou moins libérale, et ça, parfois, on interprète, c'est-à-dire cette tendance qu'on cherche de satisfaire ou bien de faire plaisir aux Occidentaux. Mais non, à mon avis, non. C'est-à-dire les taxes, voilà, on cherche toujours à leur baisser les taxes, soi-disant, pour les encourager à venir. Oui. Mais de toute façon, une entreprise qui fabrique en Égypte quelque chose, je parlais du marché, il existe. En plus, l'alternative dollar, c'est presque 0,5%. Mais les règles qui gouvernent les taxes sur le plan mondial, il y a des règles bien connues, c'est-à-dire combien l'inflation, il faut étudier l'inflation, et à travers certains points bien connus sur le plan scientifique, il faut, c'est-à-dire mettre une règle qui s'applique à tout le monde, ou bien aux sociétés étrangères, ou bien aux capitaux étrangers qui viennent en Égypte, ou bien aux Égyptiens. Ça, c'est une question de politique économique. On doit l'étudier bien et l'appliquer à tout le monde. D'accord. J'aimerais ajouter quelque chose, c'est que tout homme d'affaires est très ambitieux pour des profits qu'il peut réaliser. Oui, bien sûr. Et ça se comprend. Lui voudrait, mais l'Égypte aussi veut. C'est-à-dire, le patron, il veut quelque chose, et l'employé, il veut aussi quelque chose. Il faut bien que le patron satisfasse l'employé pour que l'employé travaille, parce que s'il n'est pas satisfait, l'employé ne va pas travailler. Exactement. Le problème, c'est que toujours, on cherche à gagner la confiance des investisseurs. Mais ils ne sont pas jamais... Mais on peut la gagner d'une façon plus économique, c'est-à-dire en facilitant les choses gratuites. Je veux dire, le guichet, un guichet unique, en limitant la corruption,
en Parce réduisant que ça augmente très haut oui, mais ça on peut faire. Le bilan des projets. Oui, là on peut le faire, on satisfait à ce niveau, mais je veux dire, pour les taxes, bah, tout le monde doit payer des taxes et il n'y aurait aucune dérogation. Et ils ne sont pas des anges. Ces investisseurs Oui, cherchent toujours à gagner. les détours pour Ouais. le payer le moins possible. Bien, on a parlé là de l'économie, mais aussi pourquoi, docteur Moussa, se dégage-t-il toujours une impression d'attachement viscéral de l'Égypte envers l'Occident, dont une simple phrase positive à l'égard de l'Égypte fait oublier tous les complots ourdis. Par exemple, l'Amérique, elle a pas mal causé des problèmes ces dernières années à l'Égypte. Et il suffit d'une simple déclaration de M. Kerry qui dit que l'Amérique soutient le combat de l'Égypte au nord-est du Sinaï contre les gens qui sont dans ce coin, les terroristes du coin, pour que la classe politique soit satisfaite. Il n'a même pas dit qu'il soutenait le gouvernement égyptien pour tout, y compris d'avoir mis à la porte le régime des frères, qui est le premier pas vers El Daesh, El Nosra et autres salafistes, mais il a simplement parlé d'une petite région de l'Égypte. Oui. Donc, et tout de suite, on a vu que la classe politique égyptienne s'est satisfaite et elle a tout oublié. Pourquoi? C'est la politique, cher ami. C'est la politique. Bon, eux, ils avancent quelque chose pour faire plaisir aux Égyptiens. Bon, nous, on avance quelque chose pour faire plaisir, mais notre but reste le même. La déclaration qui était dite par Sisi, oui. Espoir et travail. Oui. Moi, je pense que travail et espoir. Le travail d'abord, et puis l'espoir. Espoir et travail, ça, c'est quelque chose pas pour attirer, c'est-à-dire les Occidentaux, mais pour dire que l'Égypte a commencé une politique réaliste. Réaliste. Et s'ils disent quelque chose en faveur de l'Égypte, bon, on l'encourage. Mais en même temps, notre but doit être le même. Et à mon avis, le gouvernement est bien conscient de ce but. Oui, en ajoutant aussi que les Américains ont leur propre projet pour subdiviser le monde entier, pour regarder... Surtout le Proche-Orient. Oui. Donc et les cartes sont présentes. Exactement. Oui. Et pour cette raison, ils avancent juste de bonnes phrases seulement pour dire « Ah, voilà, que nous sommes pour eux, pour vous », mais au fond, le projet continue, les sionistes ne cessent jamais, et les sociétés préparées à être subdivisées, elles sont là. Et on le voit d'ailleurs avec tout ce qui se passe en Syrie, justement. Et on va y passer, messieurs. En effet, la Russie et les États-Unis sont finalement peut-être tombés d'accord mercredi sur une réunion d'urgence pour éviter tout incident militaire entre leurs aviations en Syrie après les premiers bombardements de Moscou qui ont pris de court Washington. Un compte rendu, on se retrouve de nouveau avec nos invités.